Alors en manchette aujourd'hui, la réouverture des écoles et commerces de Montréal reportée au 25 mai et une possibilité de participer à une exposition l'an prochain à la Chapelle des Culs-de-Berre. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 7 mai. Alors on débute de nouveau aujourd'hui avec la COVID-19 et le déconfinement progressif. En point de presse en début d'après-midi, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que la réouverture des commerces et des écoles du Grand Montréal est reportée au 25 mai. La situation est encore trop loin d'être sous contrôle dans la grande région de Montréal. Alors le premier ministre a aussi abordé le manque du personnel soignant dans la grande région de Montréal. Il a souligné que 50 des employés qui sont présents en ce moment dans le réseau de la santé dans le Grand Montréal sont en ce moment à temps partiel. Et c'est pour tenter de corriger cette situation que le premier ministre a annoncé de nouvelles primes pour le personnel soignant à temps plein en zone chaude. Et le personnel d'entretien dans les milieux de soins aura aussi droit aux nouvelles primes. Pour cette annonce-là, le premier ministre était accompagné du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, et soulignons qu'en matinée, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué s'être entendu avec les provinces pour bonifier les transferts en santé afin de les aider à bonifier les salaires de certains travailleurs du domaine de la santé. Alors, on comprend qu'Ottawa assumera donc une partie importante de ces bonis. Revenons à Québec, le premier ministre Legault a fait préparer un tableau pour montrer les risques en fonction des groupes d'âge avec les décès par tranche d'âge jusqu'à présent en raison de la COVID-19. Ce qui lui a permis d'illustrer pourquoi le gouvernement québécois juge que c'est un risque limité pour les gens en bas de 70 ans de retourner au travail. Il a dit « Je ne pense pas que ce serait une bonne chose de vous dire « on vous empêche d'aller travailler à des gens dans la soixantaine sans problème de santé ». C'est l'explication qu'a donnée François Legault. Et peu importe notre âge, il faut être prudent et respecter la règle du 2 mètres. Si on n'est pas capable de respecter la règle du 2 mètres, mieux vaut porter un masque, a nuancé le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Maintenant, si on regarde le portrait de la situation, comment ça évolue, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 2631 décès reliés à la COVID-19. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 1836 personnes hospitalisées, dont 224 qui se retrouvent aux soins intensifs. Le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 dans la Naudière se situe maintenant à 2697 et parmi eux, 207 se retrouvent dans la MRC d'Autrey. Hier, nous vous avons diffusé 2 extraits du point de presse du Centre de santé de la Naudière sur la lutte à la COVID dans la région. Nous voulions aussi vous présenter les précisions offertes sur le personnel disponible pour faire les enquêtes qui retracent les contacts des gens infectés, mais nous avons manqué de temps dans le bulletin. Alors, ce personnel est en constante hausse. Voici les précisions du directeur de la santé publique dans la Naudière, le Dr Richard Lessard, puis du PDG du CIS, Daniel Castonguay. Effectivement, c'est ce qu'on fait. On enquête sur tous les cas positifs et sur chacun des cas, on retrace les contacts et on donne des consignes aux contacts, c'est-à-dire essentiellement la consigne d'isolement. Et c'est comme ça qu'on arrive à ralentir la circulation du virus. On part d'un cas, on retrace les contacts, on donne des recommandations. On ne remonte pas à 14 jours avec les contacts pour tout le monde parce qu'on n'en finirait pas. Mais on a une armée substantielle qui nous est fournie par le CIS et par nos propres employés que nous avons réaffectés aux enquêtes. Alors, je ne peux pas vous donner le nombre exact, mais je pense qu'on est autour de... Écoutez, c'est au moins une trentaine de personnes qui travaillent à temps plein et peut-être davantage. Et juste sur l'enquête de la garderie, ça va nous prendre plusieurs jours à plusieurs personnes pour bien comprendre ce qui s'est passé. Oui. On a fini, Dr Lessard, je ferai le complément. Bien, vous comprenez, on en parle peu de la course au contact et puis dans les journaux, dans la littérature internationale, puis dans les conditions de déconfinement, c'est quelque chose qui revient tout le temps. On parle toujours de la distanciation sociale puis du lavage de mains, puis c'est très bien. Et il faut continuer d'en parler pour essayer de ralentir la propagation du virus, mais la méthode classique en santé publique, c'est l'analyse des cas
et ce qu'on appelle la course au contact. Et les conseils qui sont donnés à chaque personne que l'on retrouve qui a été en contact avec un cas, donc on leur rappelle qu'il faut qu'ils restent isolés. Alors, c'est une autre façon d'amener de la distanciation et de ralentir la propagation. Évidemment, dans ce contexte-là, la capacité de faire des tests est fondamentale parce que les tests nous permettent de trouver des cas, les cas nous permettent de trouver les contacts, et c'est comme ça qu'on isole petit à petit beaucoup de monde, mais c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend beaucoup de discipline, qui nous oblige à recueillir beaucoup d'informations, mais qui en même temps nous renseigne sur la propagation de l'éclosion. Non. Juste à titre indicatif pour tout le monde, c'est que nous, on a fait rapidement depuis le début de ce qui est arrivé, l'épidémie, puis dans la région canadienne, on a fait un grand délestage de tous nos programmes. C'est au-delà de 800 personnes qui ont été délestées pour aller porter main forte à toutes les activités qui sont associées au COVID et qu'on ait suffisamment de monde, autant en hébergement. On a mis beaucoup de personnel de toutes les professions en hébergement pour supporter nos milieux et on a fait la même chose dans nos établissements de courte durée. On a fait la même chose aussi à l'équipe de santé publique parce que la santé publique est très impactée en ce moment pour faire l'ensemble des enquêtes qu'elle doit faire. Et compte tenu qu'on a eu un retrait important de beaucoup de femmes enceintes et de professionnels immunosupprimés, on a majoritairement placé ces gens-là à la santé publique pour être des relayeurs professionnels pour faire les enquêtes et être capable de rejoindre la population. Alors, c'est comme ça aussi qu'on a fait nos cascades pour avoir le personnel accessible. Mais je pourrais vous donner... Alors maintenant, tel qu'indiqué en manchette, vous pourriez participer à une exposition de l'an prochain à la Chapelle des Culs-de-Berre. C'est une primeur de CTRB. La collecte d'artefacts a filtré déjà dans certains médias, mais l'exposition à venir, ça, c'est une primeur. Alors, cette crise de la COVID-19 laissera des traces, plusieurs sortes de traces. Certaines de ces traces seront recueillies pour mettre sur pied une exposition à la mémoire de cette période particulière de notre histoire. Nous en avons discuté avec la directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier, Maryse Saint-Amand. Voici l'entrevue qu'elle nous a accordée où elle explique le projet. Alors, la Corporation du patrimoine de Berthier lance un appel aux citoyens afin de l'aider à constituer des archives de cette crise, de comment elle est vécue par les gens du coin. Ces archives, bien sûr, elles laisseront des traces pour l'histoire et la postérité. Alors, pour nous parler de ce projet, la directrice générale de la Corporation du patrimoine de Berthier, Maryse Saint-Amand, est avec nous par vidéoconférence. Bonjour, Mme Saint-Amand. Alors, c'est certainement une chose qui se reflètera dans les archives que vous allez constituer, le fait que bien des rencontres en personne sont remplacées par des rencontres par vidéoconférence durant cette crise. Oui, absolument. Ça, c'est sûr que ça a changé beaucoup notre pratique à ce niveau-là. Mais ce projet-là, c'est principalement, en fait, ça s'adresse beaucoup plus aux citoyens. C'est vraiment un projet de collecte de témoignages et de tout ce qui aura été produit pendant la crise. Donc, ça peut être des productions spontanées. Il y en a qui se sont mis à écrire des poèmes, qui n'avaient jamais écrit de poèmes avant. Il y en a qui se sont mis à dessiner, à rédiger un journal, tenir une espèce de journal de bord quotidien de la période de confinement. Donc, nous, on veut vraiment récupérer toutes ces productions-là et les collecter, les documenter pour les transmettre à la postérité. Et comment les gens peuvent procéder pour vous contacter ou vous faire parvenir leurs témoignages et artefacts? Bien, ils peuvent, c'est facile par notre page Facebook où on a toutes nos coordonnées, notre adresse courriel. Et puis, on est présentement en train de finaliser la refonte de notre site web. Donc, on va avoir un beau nouveau site avec une belle plateforme qui va être lancé très bientôt. Et ce répertoire-là va être publié justement sur notre nouveau site web à ce moment-là. Pouvez-vous le donner? Vous avez donné quelques exemples rapidement, là, mais c'est assez large ce que vous êtes prête à recueillir, là. Oui, c'est vraiment tout ce qui est témoignage, ça peut être c'est en mots et en images, quelle que soit la forme. On a déjà commencé à en recevoir, c'est très excitant. On a reçu des peintures, des dessins faits à l'ordinateur, beaucoup de poèmes, des témoignages écrits de comment les gens se sentaient à ce moment-là. Puis c'est ça, j'ai toute une série de pistes de réflexion. Peut-être je peux en lancer quelques-unes
aux spectateurs. Par exemple, si vous avez envie de nous dire comment vous vous sentez, comment vous vous êtes senti à ce moment-là, qu'est-ce que votre vie avant c'était, votre vie pendant le confinement et comment est-ce que vous entrevoyez votre vie après le confinement. Ça peut être aussi, vous pouvez nous dire, est-ce que vous vous êtes senti isolé ou au contraire, est-ce que des élans de solidarité vous ont permis de vous épanouir socialement? Paradoxalement, peut-être que vous avez fait des nouvelles rencontres pendant la période de confinement. C'est arrivé. Aussi, je me suis pris plein de notes. Qu'est-ce qui vous aura permis de passer au travers de cette épreuve assez difficile-là? Il y en a il y a des gens qui se sont mis à faire du pain maison. Peut-être est-ce que vous vous êtes remis au tricot? Justement, vous vous êtes trouvé des talents de peintre, de poète. Donc, partagez-nous ça. Ça peut être aussi, est-ce que vous faites des rêves plus étranges? Voulez-vous nous parler de vos rêves? Ou un sujet un peu plus délicat, est-ce que vous avez perdu des proches pendant le confinement? Comment ça s'est passé? Comment vous vivez votre deuil en cette période où la distanciation sociale est de mise? Est-ce que vous voulez nous partager ce moment-là de votre vie? Donc, ça touche vraiment tout, puis c'est de vous nous l'exprimer de la manière dont ça vous vient. En mots, en images, en vidéo, n'importe comment. Ensuite, là, comment cette information-là va être organisée à travers, vous avez dit, une exposition virtuelle? Oui, présentement, là, on est à l'étape de la collecte. Donc, on ramasse tout ce qu'on nous envoie, on met ça sur notre site en une plateforme un petit peu de type répertoire, inventaire. L'année prochaine, dans la saison 2021, là, c'est un scoop que je vous fais, c'est TRB, on va faire une exposition avec les œuvres qu'on aura recueillies. Donc, les auteurs de ces œuvres-là viendront, ceux qui auront envie de partager justement avec le public, là, viendront nous parler de leurs œuvres. S'il y en a qui ont envie de faire des lectures, lire leurs poèmes, lire leurs textes, lire un extrait de leur journal. Donc, on va faire une exposition l'année prochaine à la Chapelle des Culs-de-Berre avec les témoignages qu'on aura recueillis pendant cette période-là. Et ensuite, est-ce que ça sera consultable sous une forme ou sous une autre pour la postérité? On pense peut-être aux historiens dans quelques années là, qui seraient intéressés de voir ça, ou seulement même les gens de la région dans 20 ans qui voudront peut-être savoir là, comment ça s'est passé, cet événement pas évident de pandémie, là. Oui, ben absolument, c'est ça. Initialement, le but aussi de ce projet-là, c'est c'est d'aller chercher les citoyens, les stimuler, mais c'est beaucoup aussi une collecte de données. Donc, ça sera disponible sur notre site web en format justement comme un inventaire. Et parce que nous, la Corporation du patrimoine de Berthier, on a aussi une mission de protection et de partage du patrimoine et de l'histoire locale. Donc, ça fait partie de notre mission. Puis, comme c'est vraiment un événement qui passe à l'histoire en ce moment, ben, on s'est dit, allons-y, puis on recueille là, les témoignages du vécu des gens. Est-ce que vous avez reçu de l'aide, soit par Patrimoine Canada ou d'autres, pour ce projet-là? Ben, nous, à la base, on est financé par le ministère de la Culture et des Communications. Parce qu'on est une institution, la Chapelle des Culs-de-Berre est considérée comme une institution muséale agréée. Donc, nos principaux fonds proviennent là, du MCC. Donc, en partie, oui, ce projet-là est financé par le MCC, qu'on remercie. Un fonds spécial pour ça, c'est dans vos fonds de fonctionnement généraux, là. Ben là, on est pas mal rendu dans les mesures d'urgence. Mesures exceptionnelles, ça fait on a besoin de développer des nouvelles structures exceptionnelles. Donc, comme tout le monde dans le milieu de la culture, on s'est retourné sur un 30 sous. Puis, on s'est dit, OK, on s'est lancé, on est allé grappiller dans notre bas de laine. Je suis en train de travailler aussi pour aller chercher des nouvelles subventions. Donc, tout le monde, on travaille, puis on a tout retravaillé notre programmation, puis on est en train de développer des nouveaux projets. C'est ça qui est beau aussi. Il n'y a pas que du lait dans ces situations-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à ce projet-là avant que je passe à un autre sujet? Non, vraiment, je pense qu'on a fait le tour. Donc, en terminant, là, vous vous occupez aussi de la Chapelle des Culs-de-Berre.
Nous avons un de nos fidèles auditeurs, le Gaëtan Savignac, que l'on salue d'ailleurs, qui nous a contactés pour savoir ce qui allait arriver avec la chapelle cet été. Alors, est-ce qu'on sait un peu plus maintenant si elle va ouvrir, vers quelle date, dans quelles conditions? On va ouvrir. Aussitôt qu'on a l'autorisation d'ouvrir, on ouvre. Il a fallu qu'on retravaille notre programmation. Aussi, donc la chapelle, on va s'adapter aux mesures sanitaires. Il y a un plan des mesures sanitaires qui est en train d'être fait. On va respecter ça en fait, c'est les mesures du ministère et parallèlement avec la Société des musées du Québec. Donc, plexiglas, masque, lavage des mains, signalisation, tout ça, ça va être adapté pour qu'on puisse recevoir les visiteurs. Le nombre de visiteurs aussi à l'intérieur de la chapelle va être contrôlé. Donc, tout devrait se faire vraiment dans les règles de l'art sanitaire. Mais oui, la chapelle, on va réouvrir avec une belle programmation riche qui va être lancée bientôt. Nos artistes, on vient juste de finir de les confirmer. Et bon, évidemment, il y a certaines choses qu'on avait prévues qu'on ne pourra pas faire, qui impliquaient beaucoup des rassemblements. Mais on s'est retourné, puis on va avoir beaucoup de projets sur le site extérieur du Land Art, 2 artistes qui vont nous faire des installations sur le site. Donc, le site qui est très vaste, partiellement boisé, c'est facile de respecter une certaine distance sociale. Donc, on a bonifié notre programmation extérieure aussi, on s'est adapté à ça. Donc, vous n'attendez que le feu vert, mais on n'a pas de date précise pour l'instant. Non, on n'a pas de date précise. Nous, normalement, la chapelle des Culs-de-Berre, on ouvre le 1er juin. Donc, on espère qu'on va pouvoir ouvrir le 1er juin, mais dès qu'on a l'autorisation, à partir du 1er juin, nous, on ouvre, effectivement. Faites-nous signe dès que vous avez l'information, on la relaiera à nos auditeurs. Oui, M. Savignac, inquiétez-vous pas, on vous fait signe. Et nous passons maintenant à notre première pause. Les activités éducatives reprendront graduellement dans les écoles primaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés, ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour aux primaires, c'est sécuritaire. La table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la Troquelle, désire remercier les travailleurs, les travailleuses et les bénévoles qui sont tous solidaires pendant ce temps de pandémie. Des gestes pour se soutenir et s'entraider, des gestes de solidarité, on en a vu plusieurs. Les travailleurs, travailleuses s'impliquent bénévolement dans d'autres organismes pour apporter du renfort puis venir aider davantage. Il y a du soutien technologique qui est réalisé à distance avec les membres, avec les outils numériques et les réseaux sociaux. Il y a aussi des appels ou des visites de bienveillance qui sont faites auprès des membres plus vulnérables pour s'assurer de briser l'isolement. On voit aussi des initiatives comme des déjeuners-causeries par visioconférence, des courriels du cœur qui ont été mis en place afin que les aidants puissent s'exprimer sur leur réalité. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 7 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un très joyeux anniversaire à Joanne Brissette et Daniel Bonin, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire de Janine Laforêt, Monique Fizet et Nicole Tremblay. Alors, c'était les anniversaires pour ce jeudi. Judiciaire et faits divers maintenant, quelques dossiers traités dernièrement par la Sûreté du Québec. Premier dossier, le 5 mai vers 18 h, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un automobiliste qui roulait à 196 km/h. Oui, vous avez bien entendu, 196 km/h sur l'autoroute 40 Est à Lanoraie. Le conducteur du véhicule, un homme âgé de 26 ans de Saint-Roch-de-l'Achigan, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 758 $, ce qui lui a aussi valu 18 points d'inaptitude à son dossier. Son permis de conduire a également été suspendu sur le champ pour une période de 7 jours,
tel que le prévoit le Code de la sécurité routière en matière de grands excès de vitesse. Son permis de conduire faisant déjà l'objet de sanctions, il a reçu un second constat d'infraction au montant de 489 $ et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Il va sans dire qu'un tel comportement est très dangereux pour soi et les autres usagers de la route et la Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. Deuxième dossier maintenant, le 6 mai vers minuit 30, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux d'une collision impliquant un seul véhicule sur le rang de la rivière Bayonne Nord à Sainte-Geneviève-de-Berthier et pour une raison encore inconnue, le véhicule qui circulait en direction ouest aurait fait une sortie de route et serait entré en collision avec un arbre. La conductrice, une femme de 58 ans de Saint-Gabriel-de-Brandon, était seule à bord de son véhicule et son décès a été constaté sur les lieux. Il y a un enquêteur en scène de collision qui s'est rendu sur place afin de déterminer les causes et les circonstances de la collision. Et dans le secteur, la limite de vitesse est de 50 km/h. Alors, la fatigue ou la vitesse sont des hypothèses qui sont envisagées pour expliquer la collision. Un troisième dossier maintenant, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé hier à l'arrestation de 7 individus relativement au meurtre de Simon Dufresne, survenu le 13 février 2019 dans la région d'Anaudière, à la municipalité de Rawdon. Le corps de Simon Dufresne n'a toujours pas été retrouvé par les policiers. Les 7 suspects, 2 femmes et 5 hommes âgés entre 21 et 55 ans, ont été arrêtés. 5 d'entre eux ont comparu aujourd'hui par voie téléphonique au palais de justice de Joliette pour faire face à des accusations de meurtre au premier degré, de complot de meurtre et de complicité de meurtre après le fait. Simultanément à ces arrestations, 8 témoins ont été rencontrés et en plus de procéder à l'arrestation des suspects, les policiers ont réalisé 3 perquisitions dans des résidences situées dans les municipalités de Saint-Calixte et Rawdon. Maintenant, quatrième dossier policier, le 6 mai vers 21 h, les policiers de la Sûreté du Québec de la Merci de Joliette ont tenté d'intercepter une motocyclette qui circulait rapidement et ne s'immobilisait pas aux feux de circulation et aux arrêts obligatoires. La poursuite a eu lieu dans le secteur du boulevard Dollard à Joliette, puis sur l'autoroute 31. Puis la moto a été retrouvée abandonnée à Saint-Thomas. 2 hommes de 29 et 32 ans ont été interpellés. L'un d'eux pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse, fuite et bris de condition. Le dossier a été remis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Les services de garde éducatifs à l'enfance et les garderies rouvriront graduellement pour accueillir d'abord les enfants des travailleurs et travailleuses des services prioritaires. Les parents ne seront pas obligés d'y envoyer leurs enfants. Soyez rassurés. Ce retour se fera dans le respect des mesures d'hygiène reconnues que vous pouvez consulter à cette adresse. En restant vigilant et en suivant les recommandations de la santé publique, le retour en service de garde éducatif à l'enfance et en garderie, c'est sécuritaire. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD des Moulins à Terrebonne, le 23 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Claudette Caillé, épouse de feu Gaëtan Coutu, demeurant à Berthierville.
Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain Coutu et sa conjointe Lucie Desraspes, Patrick Coutu, Caroline Coutu et son conjoint Steve Duguay. Elle laisse aussi dans le deuil ses petites filles, Laurence, Ariane, Olivia et Héloïse, ainsi que son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Noël Caillé et sa conjointe Gisèle Girard, Jeannette Caillé, feu Gérard Charbonneau, Rose-Éliane Coutu, feu Lionel Ducharme, Florian Coutu et sa conjointe Fleurette Laporte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Caillé a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD Émile McDuff de Repentigny, le 28 avril, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Paul-Émile Carpentier, époux de Pierrette Lavallée, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marie-Claude Carpentier et son conjoint Francis Charette, Caroline Carpentier et son conjoint Patrice Forgette. Il laisse aussi dans le deuil ses 4 petits-enfants, Andréane, Jérémie, Annabelle et Antoine, de même que ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Carpentier a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHUM de Montréal, le 28 avril, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Dolbec, époux de feu Claire Pelletier, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyne Dolbec, Guy Dolbec, Francine Dolbec et son conjoint Raoul Soucy, Yvon Dolbec, Nicole Dolbec et son conjoint Albert Alain Lambert, Jeannot Dolbec et sa conjointe Manon Lucier, Denis Dolbec et sa conjointe Francine Roy, Lynne Dolbec et son conjoint Serge Demers. Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Gaston Dolbec et sa conjointe Yolande Lafleur, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Dolbec a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHSLD, le château de Berthierville, le 29 avril, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Bourgoin, fille de feu Armand Bourgoin et de feu Alberta Rochon, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son frère Bernard, ses sœurs Pauline et Sylvie Bourgoin, ainsi que leurs conjoints et ses bons amis Agathe et Rénald, et plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD, le château de Berthierville, pour tous les bons soins prodigués à Mme Bourgoin. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19, dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de Mme Bourgoin a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, 70 % de risque d'orage dans la région de Berthier avec un mercure de 7 degrés Celsius. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 40 % de risque d'averse de neige fondante avec un mercure de -1. Vendredi matin, encore 40 % de risque d'averse de neige fondante avec un mercure près du point de congélation ou tout légèrement au-dessus. En après-midi, de nouveau, une probabilité de 40 % de risque de précipitation, mais cette fois avec une température de +8. Alors voilà, c'était les informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine et merci de continuer de nous suivre, même dans cette période où les capacités d'adaptation de tous sont mises à contribution. Excellente fin de journée et à demain.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.